Hi everyone and welcome back. We are joined again by Sean Bonjour à Fu, tous et bienvenue à nouveau. and Nous today sommes de we're gonna retour avec Sean Fu, analyse de marché et expert de la Chine. Donc oui, bienvenue à nouveau dans l'émission. J'attendais avec impatience de vous interroger sur les évolutions dans les guerres économiques mondiales. Je pense qu'un bon point de départ serait la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Au début, Trump se vantait qu'en réponse à ses menaces de tarifs douaniers, les pays faisaient la queue pour lui lécher les bottes. Ce sont ses mots, pas les miens. On avait l'impression que la simple pression suffirait à faire plier le reste du monde, plus ou moins sans résistance. Mais au contraire, les pays qui ont résisté, principalement la Chine, ont constaté que Trump agit souvent comme le font les intimidateurs. Il recule d'un pas. Je me demandais comment vous percevez cela. Trump est-il réellement en train d'adoucir sa position vis-à-vis de la Chine? Ou bien est-il simplement, je suppose, en train de se réorganiser? Eh bien, je suppose que Trump continue d'espérer que la Chine finira, avec le temps, peut-être dans les 5 à 10 prochaines années, par s'effondrer. Et je pense qu'on peut considérer sa position actuelle comme une simple phase de repli, comme tu l'as dit. Maintenant, si l'on regarde ce qui s'est passé au cours des 1 à 2 dernières semaines, on voit que Trump, en réalité, envoyait des lettres d'ultimatum au monde entier. Des ultimatums. Et c'est assez amusant, quand Scott Bessent lui-même a reconnu que plus de 100 pays ne se souciaient vraiment pas des États-Unis. Ils n'y ont pas vraiment répondu. Ils ne se sont pas vraiment souciés des exigences formulées par eux, n'est-ce pas? Je veux dire, il suffit de regarder le geste désespéré que Bessent a réellement fait la semaine dernière. Il a pris l'avion jusqu'au Japon pour essayer de conclure un accord. Mais même le Parlement japonais, le gouvernement japonais en ce moment, est sur le point de se fracturer. On voit donc qu'il y a beaucoup d'instabilité, surtout en ce qui concerne la guerre commerciale et le chaos que le régime Trump est en train de provoquer. Maintenant, en ce qui concerne la Chine, il faut comprendre que la Chine a la patience, elle a l'argent, elle a la base industrielle, et elle développe sa propre demande intérieure pour vraiment faire face à ce que les États-Unis peuvent lui opposer pendant des décennies. En ce moment, Trump essaie de pousser la Chine à s'engager sur l'accord tarifaire actuel, où selon moi, la Chine doit payer, c'est autour de 30% ou 35%, tandis que les États-Unis ne subissent qu'une perte d'environ 10%. Mais je pense que l'idée sous-jacente, c'est que le monde ne cessera pas de commercer avec la Chine. Comme nous l'avons déjà mentionné, si les pays veulent vendre aux États-Unis, ils doivent réduire le coût de fabrication, et les seuls pays disponibles sont la Chine et les BRICS. Surtout quand d'autres continents comme l'Europe ont coupé leurs importations de puces en provenance de Russie, il ne reste plus qu'une seule option. Et cela place vraiment les États-Unis dans une très mauvaise position. Qu'en est-il plus précisément du marché des semi-conducteurs? Car au départ, la logique était que si l'on coupait les Chinois des semi-conducteurs, c'était la réflexion aux États-Unis, alors cela constituerait, je suppose, le pilier qui soutient l'ensemble du secteur technologique chinois et tout s'effondrerait. Mais il semble désormais y avoir un changement de logique. Maintenant, certains fabricants américains de puces devraient être autorisés à commercer en Chine, car ils ne peuvent pas abandonner la domination du marché chinois à des acteurs comme Huawei et d'autres producteurs chinois. Est-ce en réalité une reconnaissance que les anciennes politiques commerciales n'ont pas fonctionné? Oui, je pense que c'est une grande reconnaissance du fait que, vous savez, la règle de diffusion des puces de Biden, celle qui divise le monde en niveau 1, niveau 2 et niveau 3, ne fonctionne clairement pas. Et il faut aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi les États-Unis sont tellement obsédés
par le fait de revenir sur le marché chinois. Je pense que, à ce stade, nous savons tous que pour ce qui est de la demande de semi-conducteurs, la Chine représente entre 50% et 60% de la demande mondiale totale. Et c'est un marché vraiment énorme, n'est-ce pas? Et quand on veut garder une longueur d'avance, quand on veut réinvestir dans la R&D, il faut absolument que beaucoup de revenus soient réinjectés dans les entreprises, n'est-ce pas? Je veux dire, Nvidia consacre entre 15% et 25% de ses revenus à sa propre recherche et développement. Donc, pénétrer le marché chinois est clairement une nécessité incontournable. Maintenant, si l'on approfondit un peu, il faut comprendre qu'il arrivera un moment où le développement de l'IA, que ce soit en Occident, en Chine ou ailleurs dans le monde, atteindra un point de rendement décroissant, n'est-ce pas? Il y a une limite à la puissance d'un modèle d'IA que l'on peut construire, et le véritable progrès réside en réalité dans ses applications. Lorsque Jensen Huang de Nvidia, c'est le PDG, s'est rendu jusqu'à Pékin, il a laissé échapper un rappel très important à tout le monde lors d'une interview. Il parlait du fait que la Chine est le leader en robotique. Non. Et lorsque vous essayez de développer de nouveaux robots, surtout à grande échelle industrielle, vous aurez besoin de puces, de semi-conducteurs, n'est-ce pas? Donc, si l'on s'oriente vers un monde principalement axé sur les applications, au lieu de simplement développer le prochain grand Skynet, il faudra vendre au marché chinois parce qu'ils ont la base industrielle. Ils ont la capacité de tout faire monter en puissance avec leurs robots. Et je pense que l'industrie robotique chinoise est déjà parmi les 3 à 5 meilleures au monde. Donc Nvidia voit la robotique comme étant, ou pouvant être, le principal moteur de croissance à l'avenir. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais cela pourrait arriver dans les 5 à 10 prochaines années. Et il y a une déclaration très intéressante qui a été faite par David Sachs, l'un des conseillers de Trump, sur l'IA, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il s'est attribué ce titre lui-même, mais je trouve ça assez drôle. Mais il a effectivement dit que l'une des grandes motivations pour vendre au marché chinois est essentiellement de priver Huawei de revenus provenant de l'ensemble du marché chinois. Ils ne veulent donc pas que Huawei domine tout leur marché intérieur. Pour être juste, je pense que c'est la seule carte qu'il reste à jouer à Washington. Cela ne fonctionnera peut-être pas, mais je pense que c'est la seule carte qui leur reste en main. Eh bien, je pense que c'est un bon point. C'est souvent le principal avantage de la Chine, la capacité de mise à l'échelle massive. Lorsqu'on dispose de toute cette capacité industrielle, il est difficile de la dissocier de l'innovation. Parce que si les États-Unis n'ont pas d'endroit où appliquer leur technologie, où vont-ils trouver le financement pour la recherche et le développement? Mais cette nouvelle approche vis-à-vis de la Chine, où oui, nous allons exporter des puces de gamme inférieure vers la Chine pour pouvoir concurrencer sur le marché et générer des revenus, mais nous continuerons à refuser les puces plus avancées parce que nous voulons affaiblir l'économie chinoise. Cela repose sur l'idée que les États-Unis peuvent dicter à la Chine ce qu'elle doit faire. Mais comment la Chine s'adapte-t-elle à cela? Parce que pourquoi la Chine permettrait-elle aux États-Unis de choisir à leur guise la manière dont ils peuvent se positionner sur le marché face à la Chine de façon aussi avantageuse? Eh bien, c'est une situation très délicate, n'est-ce pas? Parce que la Chine ne peut pas vraiment dire aux entreprises du monde entier « Non, nous ne voulons pas que vous veniez vendre sur notre marché », car cela créerait un très mauvais précédent, n'est-ce pas? Comme les droits de douane de Trump ont déjà créé un mauvais précédent dans la façon dont le monde perçoit les États-Unis. La Chine ne peut pas vraiment faire cela et espérer que son économie prospère à long terme. Donc je pense que le défi pour la Chine en ce moment est de comprendre que on peut appeler cela une manœuvre des Américains
pour vraiment freiner les progrès chinois. Ils ont échoué en ce qui concerne les embargos, en ce qui concerne les sanctions. Donc, ils essaient de le faire à la manière capitaliste, en tentant de gagner des parts de marché face à la Chine. Mais je pense qu'un grand changement vient des Chinois eux-mêmes et des entreprises locales là-bas. Ils savent qu'ils mènent un combat existentiel contre les Américains. Et lorsqu'il s'agit des technologies d'avenir, comme les semi-conducteurs et la robotique, ils doivent développer leurs propres solutions. On voit beaucoup d'initiatives mises en place par la Chine, leurs propres universités spécialisées en intelligence artificielle et en semi-conducteurs. Ils continuent d'accorder de nombreuses subventions et le gouvernement soutient également leur industrie des semi-conducteurs. Donc, pour que les Américains arrivent et prennent réellement des parts de marché, je pense que des entreprises comme Nvidia offraient d'énormes remises. Et elles essaient de s'opposer à une mentalité chinoise profondément ancrée, qui a été soumise à un siège économique depuis au moins 4 à 5 ans. Donc si la Chine parvient à bien jouer ses cartes, elle peut profiter à la fois de la technologie américaine, en tirer des enseignements, développer sa propre intelligence artificielle, mais en parallèle, elle développera aussi ses propres semi-conducteurs. Il y a toujours la possibilité que la Chine devienne complaisante, mais je n'imagine pas vraiment que cela arrive. Eh bien, pour passer des semi-conducteurs à l'or, je sais que c'est un de vos centres d'intérêt. Une partie de l'avantage chinois dans cette guerre économique contre les États-Unis, c'est que la Chine est désormais la véritable puissance industrielle. Elle produit des biens. Elle exerce un contrôle strict sur les chaînes d'approvisionnement. Il est difficile de l'en exclure. Pendant ce temps, l'économie américaine est très financiarisée. Et là encore, toute perturbation des chaînes d'approvisionnement se retournerait facilement contre elle, et de façon plus grave. Comment voyez-vous cela se répercuter ou se transférer dans le domaine de l'or? Car il semble que les Chinois suivent, là aussi, la même recette, c'est-à-dire qu'ils cherchent à renforcer leur contrôle sur la chaîne d'approvisionnement de leurs réserves d'or. Est-ce en train de devenir un domaine clé de la guerre économique? Où ça pourrait-il le devenir? Absolument. Je pense qu'actuellement, c'est un élément très important dans le monde économique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, lorsque des gens, comme vous et moi, achetons de l'or, c'est principalement pour préserver notre pouvoir d'achat, n'est-ce pas? C'est très simple. L'or a augmenté au cours des 30 à 40 dernières années d'environ 8% à 10% par an. C'est un investissement intéressant. Mais pour la Chine, ils le voient d'une manière complètement différente. Maintenant, il faut comprendre que la Chine est soi-disant ciblée par les États-Unis dans de nombreux domaines, n'est-ce pas? Que ce soit au niveau militaire, diplomatique ou financier. Et la Chine sait, tout le monde le sait, honnêtement, que l'économie américaine est hyper financiarisée. Beaucoup de choses peuvent mal tourner, comme ce que nous avons vu, ou en ce qui concerne les rendements obligataires, la guerre tarifaire, tout est interconnecté. Le grand problème auquel les États-Unis sont confrontés actuellement est de trouver un acheteur régulier pour leurs dettes, pour leurs bons du trésor. Et on peut voir que plus la Chine commerce avec le monde, plus son excédent augmente. Ainsi, la Chine commerce environ 20 à 30% de moins avec les États-Unis. Les exportations baissent, mais son volume global augmente tout de même. Il suffit de se poser la question. Comment la Chine effectue-t-elle réellement toutes ces transactions? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas en dollars. C'est soit dans la devise de ses partenaires commerciaux, soit en RMB. Et avec tout cet excédent commercial, la Chine dispose de plusieurs options pour l'investir. Par le passé, la majorité était investie dans les bons du trésor, car c'était la monnaie du pays, la monnaie du monde.
Mais parce que Trump s'est lancé dans cette diatribe de guerre commerciale, puis que nous avons assisté à des confiscations massives à une échelle sans précédent, la Russie sous l'administration Biden, la Chine en a essentiellement eu assez de détenir des bons du Trésor. Donc, une grande partie de leur argent est soit investie dans des projets des BRICS, soit dirigée vers l'or. Et nous ne saurons jamais vraiment combien d'or la Chine détient réellement. Mais cela soulève aussi la question, quelle est la stratégie que la Chine cherche à poursuivre? Eh bien, je dirais qu'ils essaient d'exercer une pression massive sur l'économie américaine et de maintenir les taux d'intérêt plus élevés que d'habitude, de pousser les États-Unis dans un piège de la dette qu'ils ont eux-mêmes créé, puis de montrer au monde qu'il existe des actifs alternatifs au dollar, n'est-ce pas? Donc, l'intérêt de la Chine pour l'or est très étroitement lié. Oui, la grande nouvelle de la semaine, semble-t-il, sur le marché des bons du Trésor, c'était un article du Financial Times qui soulignait que les avoirs de la Chine en bons du Trésor américain sont passés en dessous de ceux du Royaume-Uni. Encore une fois, je ne sais pas vraiment pourquoi le Royaume-Uni est le principal pays à augmenter ses avoirs en bons du Trésor américain. Mais la Chine, de toute évidence, s'en débarrasse le plus, ou du moins n'en achète plus de nouveaux. Et tout cet argent doit bien aller quelque part. Mais tu considères que cela est, dans une large mesure, principalement causé par les guerres commerciales, et bien sûr, par le fait que les États-Unis et les Européens saisissent désormais les fonds souverains de la Russie, ce qui, de toute évidence, a effrayé non seulement la Chine, mais aussi une grande partie du monde, qui ne peut s'empêcher de penser qu'ils pourraient être les prochains à voir leurs actifs saisis pour, eh bien, n'importe quelle raison qui semblerait morale. Mais qu'est-ce qui motive vraiment cela, cette vente massive de bons du Trésor américain? Parce que c'est, je suppose, un bon indicateur d'une volonté de réduire l'exposition à l'économie américaine et, en effet, de se découpler, voire de diversifier. D'accord, bien sûr. Je pense qu'il y a deux réponses à votre question. La première est très technique, et la seconde est plutôt géopolitique, n'est-ce pas? Donc, la première réponse technique, c'est que le dollar a décliné au cours des 6 à 7 derniers mois, n'est-ce pas? Il a perdu au moins 8 à 10% de sa valeur. Et ça revient à l'idée que les États-Unis ne peuvent parer leur propre déficit budgétaire, leur propre budget. Et à chaque problème survenu depuis l'ère Obama, surtout depuis 2008, ils se sont simplement sortis de la situation en imprimant de l'argent, n'est-ce pas? Que ce soit en émettant une grande quantité de bons du Trésor à court ou à long terme, ou comme cela a été le cas en 2008 et en 2020, lorsqu'ils ont décidé d'inonder le monde de 4 à 6 000 milliards de dollars de liquidités, n'est-ce pas? C'est une raison technique très importante. Lorsque vous augmentez l'offre de dollars, le monde entier est dilué et soudainement, leur pouvoir d'achat diminue. C'est pourquoi toutes les actions à l'or, en passant par l'immobilier, augmentent. Si l'on regarde ce qui s'est passé, par exemple, la loi fiscale de Trump, 3,4 billions de dollars, je le répète souvent sur ma chaîne, lorsque vous augmentez la dette pour stimuler l'économie, ce gain de productivité n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Mais ce qui est garanti, c'est d'ajouter 3,4 billions de dollars de plus à la dette nationale à un taux d'intérêt élevé. Et l'argent provenant des droits de douane que Trump affirme utiliser pour financer la loi fiscale provient en réalité du secteur privé, du peuple américain. Donc, essentiellement, Trump effectue un renflouement du secteur privé vers le secteur public. C'est juste une raison technique, d'accord? C'est ce à quoi beaucoup de gens, quand il s'agit de gestionnaires financiers, de fonds spéculatifs, s'accrochent. Et c'est un récit 100% vrai. Mais quand on regarde les implications géopolitiques, je pense qu'une partie du projet de loi fiscale, je ne sais pas s'il a été adopté,
contient en quelque sorte une clause qui dit que les États-Unis pourraient taxer davantage les bénéfices des entreprises étrangères s'ils estiment qu'elles ne sont pas des partenaires commerciaux dignes de confiance ou qu'elles imposent trop de droits de douane. Et c'est une interprétation très large, n'est-ce pas? And that is a very wide interpretation, right? And Trump also came out with all kinds of weird Et Trump a également lancé toutes sortes de menaces étranges, disant que si vous commercez avec les BRICS d'une manière qui va à l'encontre des intérêts américains, vous pourriez être frappé par, je ne sais pas si c'est un tarif de 10% ou un supplément de 100, des droits de douane secondaires. Donc si vous êtes une entreprise étrangère, surtout si vous êtes chinois, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer aux États-Unis, n'est-ce pas? Vous savez, essayer de déplacer votre usine de Pékin jusqu'à Boston, c'est, dans une certaine mesure, comme entrer en territoire ennemi. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer dans 5 à 10 ans. Et si de nombreux commentateurs ont raison en disant que toute cette affaire Iran-Russie n'est qu'un prélude au grand événement principal, la véritable cause, à savoir une sorte d'affrontement géopolitique direct avec la Chine, je veux dire, pourquoi voudriez-vous avoir 600 à 700 milliards de dollars bloqués dans le système américain? I mean, $600 to $700 billion stuck in the American system. So you need to find outlets away from it. Donc, il faut trouver des alternatives ailleurs. Let's touch a bit on Et parlons un peu de la raison pour laquelle le Royaume-Uni achète beaucoup d'obligations du Trésor, n'est-ce pas? Au fond, le Royaume-Uni sait bien que ce n'est pas vraiment un excellent investissement, d'un point de vue budgétaire, mais c'est en quelque sorte un lien géopolitique et macroéconomique avec les États-Unis. Imaginez simplement si le Royaume-Uni commençait à vendre pour 100 milliards de livres ou 100 milliards de dollars d'obligations américaines chaque mois, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Trump aurait un problème avec ça. Il triplerait les droits de douane sur le Royaume-Uni. Donc il y a beaucoup de, de pièges financiers géopolitiques auxquels les membres du G7 sont eux-mêmes confrontés. Ils ne peuvent pas non plus sortir des États-Unis aussi facilement. C'est là que réside l'étrangeté du style de négociation de Trump en économie. Comme il l'a dit, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser de gros investissements, la prévisibilité est toujours essentielle. Il faut savoir ce qui va se passer à l'avenir, idéalement pour 4 ou 5 ans, voire plus. Mais cette idée d'utiliser en permanence l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire créer de l'incertitude sur ce que l'on pourrait faire ensuite, comme tactique de négociation, est en réalité un poison par rapport à l'objectif recherché. On peut être imprévisible et forcer d'autres pays à se plier à sa volonté. Mais si personne n'a d'attente claire sur la direction que pourraient prendre les États-Unis, pourquoi ferait-on de tels investissements massifs? Why would you make such huge investments? You mentioned BRICS, and I thought. Mais vous avez mentionné les BRICS, et je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'au cœur des BRICS, il y a vraiment la Russie et la Chine. On peut appeler cela une alliance, au moins une alliance économique. Comment les États-Unis réagissent-ils face à cela? Parce que je crois que Trump a un peu prématurément déclaré qu'il avait brisé les BRICS parce qu'il les avait menacés de certains tarifs douaniers. Et maintenant, ils auraient compris qu'il ne fallait pas défier les États-Unis. En effet, il les a qualifiés d'alliances anti-américaines. Comment les BRICS résistent-ils à Trump? How is BRICS standing up against Trump? Eh bien, je pense que les BRICS font simplement ce qu'ils essaient de faire, non? Je veux dire, Trump a commis de nombreuses erreurs. Il a voulu poser ses conditions trop tôt, en affirmant que la Russie allait abandonner la Chine, qu'ils allaient signer un accord de paix et que tout irait pour le mieux. Or, évidemment, la guerre continue, et cette approche a échoué. Ensuite, Trump essaie de menacer les BRICS, mais il se rend compte qu'au final, il a toujours besoin des chaînes d'approvisionnement. Il a encore besoin d'aimants venant de Chine. Donc, à mon avis, concernant l'ensemble des BRICS, il faut simplement observer comment ce groupe est réellement en train de s'étendre.
they've added in like I think Vous savez, ils ont ajouté, je crois, 4 à 5 nouveaux membres permanents au cours des 1 à 2 dernières années. Et ils comptent environ 6 à 7 nouveaux partenaires commerciaux officiels dans le bloc des BRICS. Je pense qu'ils atteignent une situation où les BRICS deviennent réellement autosuffisants. Autosuffisants au point que, je ne dis pas qu'ils ne commercent qu'entre eux, c'est non, mais ils ont tellement d'avantages en matière de fabrication et de produits de base, d'aide abordable, que les pays du monde entier n'ont pas d'autre choix que de traiter avec eux. They have no choice but to deal with them. I mean, just a week or two. Je veux dire, il y a seulement 1 ou 2 semaines, on entendait beaucoup de plaintes sur le fait que l'UE member était très en colère contre la Chine, disant que la Chine ne les traitait pas bien. Mais au final, si l'on regarde l'excédent commercial de la Chine avec l'UE member, les échanges continuent. Et l'Europe a toujours besoin de terres rares et d'aimants en terres rares venant de Chine. Donc, je ne pense pas que les BRICS soient en position de faiblesse, bien au contraire. Je pense que c'est bien plus avantageux par rapport au G7, car Trump lui-même essaie de tout fracturer de l'intérieur. Donc honnêtement, je ne pense pas que les BRICS aient de quoi s'inquiéter. Eh bien, dans le cadre de cet objectif de briser les BRICS, on constate que le but est de pousser les pays à rompre avec la Chine. Cependant, l'un des points clés que les États-Unis ainsi que les Européens cherchent à obtenir, c'est que la Chine rompe avec la Russie. Et Trump a imposé cet ultimatum très étrange de 50 jours aux Russes, selon lequel, s'il ne se plie pas à ces exigences, il imposera des droits de douane secondaires à 100%, c'est-à-dire des droits de douane sur les pays qui commercent avec la Russie. Évidemment, il vise de grands acteurs comme la Chine, mais aussi, je suppose, l'Inde, pour qu'ils rompent leurs liens commerciaux avec la Russie. Comment voyez-vous cela du point de vue chinois? Comment pourraient-ils réagir? Vont-ils balayer cela d'un revers de main? Ou pensez-vous que cela aura un certain impact, amenant la Chine à réduire une partie de son commerce avec la Russie? Tout cela, bien sûr, repose sur l'hypothèse que Trump mettra réellement ses menaces à exécution, ce qui est un grand si, évidemment. D'accord, je pense que cette menace est... Je crois que je l'ai déjà dit. Je pense que ça va être un Taco Tuesday. Je ne pense pas que Trump va aller jusqu'au bout. Taco Tuesday. Taco. Vous savez, Trump se dégonfle toujours, non? Ce nouveau monstre. Ouais. Donc je pense que... Je ne pense pas que les États-Unis pourront aller jusqu'au bout parce qu'il y a tout simplement trop de gens dans le monde que ça va énerver, non? D'abord, l'Inde et la Chine achètent encore beaucoup d'énergie à la Russie. Et surtout, avec cette guerre commerciale folle, où Trump augmente les droits de douane sur pratiquement tout le monde, ils ne peuvent pas se permettre d'abandonner le pétrole russe bon marché. Même les Japonais achètent du pétrole russe à bas prix. Alors, que va faire Trump? Va-t-il punir les Japonais? Va-t-il punir l'UAPROM, qui continue d'acheter régulièrement du GNL et de l'énergie russe? Ce sont des questions très importantes auxquelles Trump doit répondre. Et en ce qui concerne la Chine, je ne pense pas que cela la dérange vraiment. Vous savez, en surface, oui, la Chine pourrait jouer à quelques jeux. Ils pourraient utiliser des banques plus petites, et ils joueront simplement au jeu du chat et de la souris avec Trump, peut-être pendant les 2, 3 ou 4 prochaines années. Mais au final, il sera très difficile d'isoler l'économie russe du reste du monde. Je veux dire, nous avons vu ce qui s'est passé lors des sanctions sur le pétrole, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, le pétrole brut russe a tout de même réussi, comme par magie, à se retrouver dans de nombreux points de vente de différents pays, que ce soit via l'Inde, vous savez, en reconditionnant le pétrole et en le revendant à l'Europe, ou via des contrebandiers qui l'acheminent sur leurs navires vers d'autres ports également. Il n'existe aucun moyen réel de faire respecter cela. Je veux dire,
on peut repenser à tous les scénarios historiques d'embargo, n'est-ce pas? La guerre de Napoléon, par exemple. Rappelez-vous, il avait mis en place le blocus continental. Il avait essentiellement dit à toute l'Europe, et en particulier à la Russie, à cette époque, la Russie impériale, de ne pas commercer avec les Britanniques. Et Napoléon, lui, était le roi de toute l'Europe continentale à l'époque. Mais au final, qu'est-il arrivé? Les Russes ne l'ont pas écouté. Ils continuaient à commercer avec les Britanniques dans les deux sens. Et on peut le voir à travers d'autres exemples dans l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont imposé un embargo aux Japonais, et certains soutiennent que cela a en fait déclenché Pearl Harbor également. Donc, il y a beaucoup de mines géopolitiques, en plus des mines financières, que selon moi, Trump ne prend pas vraiment en compte. Et je pense, j'en suis assez sûr, que cela n'ira pas plus loin. Eh bien, le fait que les Russes n'aient pas respecté le blocus continental de Napoléon, en refusant de boycotter le commerce avec la Grande-Bretagne, a été la raison de l'invasion de la Russie par Napoléon. Il y a donc toujours cette inquiétude persistante qu'une guerre commerciale ratée puisse déboucher sur une action militaire. J'imagine que c'est quelque chose que les deux, enfin surtout maintenant, la Chine observe avec une certaine inquiétude. Mais les Européens, comme vous l'avez mentionné, me semblent souvent un peu particuliers, si je puis dire. Ils imposent désormais tous ces plafonds de prix. Ils s'attaquent à ce qu'ils appellent la flotte fantôme russe, ce qui, je suppose, signifie qu'ils ne bénéficient pas d'assurance à Londres. Et ils proclament aussi maintenant leur intention de s'en prendre au secteur bancaire russe. Pendant ce temps, bien sûr, ils continuent de consommer de l'énergie russe. C'est un point que les Indiens soulèvent toujours lorsqu'on les pousse à s'éloigner de l'économie russe. Mais dans quelle mesure les efforts européens sont-ils sérieux ici? Parce qu'ils n'ont pas la même puissance de frappe que les États-Unis. Eh bien, je pense qu'en interne, qu'en Bruxelles, quand ils se réunissent dans un coin, je pense qu'ils sont vraiment sérieux à ce sujet, non? Je veux dire, vous savez, les gars, on est vraiment déterminés à punir la Russie. Mais quand il s'agit des effets concrets, je ne vois vraiment pas comment ça va fonctionner. Vous pouvez baisser tout le plafond des prix à $1. Vous ne ferez que pénaliser votre propre consommation de carburant, vos propres industries énergétiques, n'est-ce pas? La Russie pourra toujours vendre du pétrole au prix du marché, peut-être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus, au reste du monde, avec très peu de différence. Parce que, si l'on regarde au-delà, si l'on se concentre sur la période de 2022 à 2024, quelle que soit la perte de productivité ou de prix que l'Europe a réellement subi en matière d'énergie, tous les avantages sont allés à des pays comme l'Inde et surtout la Chine. C'est pourquoi, même pendant cette période difficile, les exportations chinoises ont continué d'augmenter. Et même aujourd'hui, la Chine profite encore de l'embargo partiel de l'Europe sur la Russie. Je veux dire, on voit bien que la Russie est très désireuse d'ouvrir le gazoduc Force de Sibérie 2 avec la Chine, en ce qui concerne l'énergie, faisant tout son possible pour vendre plus d'énergie à la Chine. Il transporte également plus de pétrole là-bas. Donc oui, la Russie subit un revers, si l'on veut l'appeler ainsi sur le plan financier, mais cela ne fait que renforcer la Chine. Et la Chine ne veut pas non plus voir la Russie s'effondrer. Ainsi, la Chine va fournir à la Russie toutes sortes d'aides financières, notamment en ouvrant l'ensemble de sa base industrielle et ses approvisionnements à la Russie. Donc si l'on considère la Russie individuellement, en tant que pays isolé, on pourrait dire que les embargos et les sanctions lui portent effectivement préjudice sur le plan absolu, en réduisant ses revenus. Mais si l'on considère la Russie et la Chine comme une unité économique, surtout en y ajoutant le reste des BRICS, c'est un jeu à somme nulle où l'Europe est en réalité perdante,
tandis que les BRICS se renforcent dans leur ensemble. C'est une conséquence étrange et imprévisible. Je me souviens qu'après 2014, la logique principale en Europe était « Nous ne pouvons pas imposer trop de sanctions aux Russes, sinon nous les rendrons trop dépendants de la Chine, et la Russie finira par se découpler de l'Europe avec le temps. Les sanctions deviendront de moins en moins significatives, et nous perdrons toute notre influence économique sur les Russes. » Tout ce bon sens semble avoir disparu, car désormais, cela est considéré comme de la propagande russe. Il faut toujours être pour plus de sanctions. Mais tu as mentionné que cela resserre les liens au sein des BRICS. Et pour revenir au sujet de l'or, l'une des choses intéressantes que l'on observe aujourd'hui, c'est bien sûr que de nombreuses banques centrales achètent de l'or. Ils ne vendent pas. Mais les banques centrales des BRICS semblent acheter de plus en plus d'or directement auprès des fournisseurs, contournant ainsi les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres intermédiaires. Ce qui est important, si, comme vous l'avez dit, on est une économie hyper financiarisée. Mais on observe aussi désormais non seulement des achats directs auprès des fournisseurs ou des mines d'or, mais la Chine achète en fait elle-même des mines d'or pour contrôler les chaînes d'approvisionnement et se débarrasser des intermédiaires occidentaux imprévisibles. Cela permettrait à la Chine de réaliser de plus grands profits, n'est-ce pas, si elle n'a pas à payer d'intermédiaires. Mais comment tout cela contribue-t-il à renforcer les BRICS? Est-ce une stratégie que poursuivent aussi les Russes, les Indonésiens et les Indiens? Ou est-ce principalement une initiative chinoise? Eh bien, je pense que le BRICS, dans son ensemble, en bénéficiera. Pour l'instant, c'est surtout la Chine qui mène la danse, et il faut examiner certaines des motivations qui poussent la Chine à vouloir cela, n'est-ce pas? Maintenant, abordons d'abord principalement l'aspect géopolitique, avant de passer à l'aspect lié à Wall Street. En matière de géopolitique, c'est la même logique que pour le contrôle des approvisionnements en terres rares, de toutes les mines et de toutes les raffineries, n'est-ce pas? Parce qu'au bout du compte, on pourrait arriver à un point où la confiance dans le système du dollar s'effondre totalement, ou du moins atteint un point bas où des décisions devront être prises. Et la décision pourrait être, vous savez, soit de continuer le système, les États-Unis laisseraient simplement le système financier continuer avec encore plus d'impression monétaire, soit le pays ou le bloc économique, qui contrôle la vraie richesse, surtout en ce qui concerne l'or, en tirera profit, n'est-ce pas? Nous pourrions voir l'or s'envoler de 10%, 30% en une seule journée, si les États-Unis décident de masquer l'ensemble de leurs problèmes en imprimant de la monnaie. Il y a aussi un autre scénario, où les États-Unis pourraient se retrouver à un carrefour désespéré et être contraints de réévaluer leurs propres réserves d'or. Officiellement, les États-Unis détiennent actuellement les réserves d'or les plus importantes au monde, avec environ 8100 tonnes. Je pense que la Chine en possède davantage, mais c'est du moins ce qu'indiquent les statistiques officielles. Si les États-Unis sont obligés de réévaluer ces réserves pour libérer 1000 à 2000 à 3000 milliards de dollars afin de gérer le déficit, surtout pendant le mandat de Trump, cela entraînerait en fait une réévaluation de l'or dans le monde entier. Et les pays qui en détiennent beaucoup auront soudainement beaucoup d'argent sur leur bilan également, pour rivaliser avec les États-Unis, n'est-ce pas? Supposons que les États-Unis procèdent soudainement à une réévaluation de l'or. Actuellement, je crois qu'ils le valorisent à 40 $, et imaginons qu'ils le fassent passer à 5000 $. Il en ira de même pour les pays qui ont de l'or dans leurs réserves. Soudainement, de 40 $, cela passe à 5000 $, et ils disposent alors de beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, pour affronter les États-Unis.
que ce soit dans un conflit militaire ou pour subventionner leurs propres industries, afin de rivaliser avec l'IA américaine. Voilà pour l'aspect géopolitique. Mais si l'on regarde du côté de Wall Street, c'est là que je pense que les BRICS ne veulent pas non plus être à la merci du marché papier américain, n'est-ce pas? Donc en ce qui concerne l'or, c'est une situation très étrange où les contrats papier contrôlent les prix du physique. Et il existe principalement deux marchés dans le monde qui fonctionnent ainsi. L'un d'eux est, je crois, le LBMA à Londres, n'est-ce pas? C'est le London Bullion Market. Donc en gros, beaucoup de flux d'or passent par ce marché très opaque à Londres, où des pays, des raffineurs et de nombreux particuliers fortunés l'achètent sur ce qu'on appelle le marché noir là-bas. Ensuite, le mécanisme de fixation des prix se déroule à Londres. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a les États-Unis, le COMEX. Et c'est là que pour chaque tonne d'or, il existe environ 50 à 100 contrats papier sur l'or qui circulent. Ainsi, les prix peuvent être artificiellement poussés à la hausse ou plus probablement à la baisse. Et cela détruit complètement la transparence des prix. C'est quelque chose que la Russie, la Chine et le reste du bloc n'apprécient vraiment pas. Permettez-moi de vous donner un exemple, d'accord? Ce n'est pas lié à l'or, mais vous comprendrez à quel point la situation est grave. Imaginons qu'il y ait un agriculteur en Inde ou en Chine. Il doit vendre son riz à, disons, $60 le kilo. Peu importe, c'est un chiffre arbitraire, $60 le kilo. Cependant, sur le marché des produits dérivés et des contrats à terme aux États-Unis, quelqu'un peut soudainement faire baisser le prix à $50. Et cela affecte directement les moyens de subsistance, des agriculteurs jusqu'aux pays des BRICS. C'est ce genre de volatilité qu'ils n'aiment pas, alors qu'ils fournissent la majorité de l'offre et que les États-Unis ne fournissent que la majorité du trading sur papier. Je pense donc qu'ils essayent aussi de détruire cette déconnexion. Le fait que les États-Unis inondent le marché avec ces ETF ou de l'or papier, comme vous dites, constitue néanmoins une énorme bulle. Parce que si tout cela commence à s'effondrer et qu'il s'avère que ce n'est garanti que par des promesses creuses, cela pourrait être un facteur important dans l'aggravation de la situation. Mais cela entraînerait aussi une flambée immense. Je me demande si la Chine et d'autres prévoient que cela va se produire, ou qu'à un moment donné, cela devra arriver à l'avenir, étant donné qu'ils en accumulent autant. Ma dernière question portait sur les alliés asiatiques des États-Unis, parce que, eh bien, de ce côté-ci, en Europe, les Européens suivent à peu près la ligne. Si la stratégie de Trump consiste à faire pression sur les pays pour qu'ils obéissent à ses volontés, la stratégie de l'Europe, comme on l'a vu par exemple lors des réunions de l'OTAN, a simplement été de flatter son ego autant que possible. Donc de faire ce que l'Amérique demande et d'espérer qu'ils seront bienveillants envers nous. Mais il semble que les alliés américains en Asie de l'Est, comme le Japon, la Corée du Sud, et on pourrait inclure Taïwan dans cette catégorie, adoptent une approche différente. Ils semblent de plus en plus inquiets vis-à-vis de leurs alliés américains. Commencent-ils maintenant à se prémunir contre l'incertitude américaine, ou est-ce la témérité ou l'imprévisibilité de Trump? Est-ce que cela profite désormais à la Chine? Je pense qu'à grande échelle, oui, cela joue en faveur de la Chine. Mais en ce qui concerne les alliés asiatiques des États-Unis, en particulier le Japon et la Corée du Sud, je crois que, au moins sur le plan économique, ils essaient de patienter jusqu'à la fin du mandat de Trump et de minimiser les dégâts au cours des 3 ans et demi restants. Je pense qu'il subsiste un espoir que Trump n'ira pas jusqu'au bout, qu'il ne sera pas le prochain président, et que ces politiques seront abolies si un nouveau type de gouvernement arrive au pouvoir. Peut-être que si les démocrates arrivent, ils renverseront ces politiques.
So I think part of their hesitance Je pense donc, une partie de leur hésitation vient du fait que, s'ils coupaient les ponts avec les États-Unis maintenant, et si des pays comme le Japon et la Corée du Sud devaient subir des droits de douane de 20% à 40%, une grande partie de leurs industries, leurs exportations, s'effondrerait tout simplement, que ce soit les semi-conducteurs coréens vers les États-Unis ou les voitures japonaises vers les États-Unis. Ce seul geste suffirait à les plonger en récession. Cependant, si l'on regarde de l'autre côté, ces alliés asiatiques ont été tellement dépendants des États-Unis pour le commerce au cours des 10 à 20 dernières années qu'ils se retrouvent également sous pression de la part de la Chine. La Chine vend aussi à tous leurs clients, notamment en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et comme ils sont alliés des États-Unis, ils se sont exclus eux-mêmes du marché russe, que ce soit pour vendre ou pour importer. Donc, je pense que les alliés asiatiques des États-Unis se replient sur eux-mêmes. Ils essayent de patienter jusqu'à la fin de Trump. Je pense qu'ils sont vraiment ambivalents. Ils ont vraiment peur des accords qu'ils vont devoir conclure. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment d'issue pour eux, à moins que Trump ne fasse soudainement un grand revirement sur les tarifs douaniers ou qu'il parvienne d'une manière ou d'une autre à conclure un grand accord économique avec la Chine. Tant que cela n'arrive pas, je pense qu'ils restent dans une situation très difficile. Ça se tient. Eh bien, juste une dernière question. Est-ce possible, cependant, vous avez dit qu'ils attendent la fin de Trump. Et j'imagine que c'est aussi l'approche européenne. Attendre qu'il parte, puis la nouvelle administration arrivera et on reviendra à la situation d'avant. Mais bien sûr, le statu quo n'a jamais vraiment été durable. Je suis très sceptique quant à la capacité de la politique économique de Trump à, disons, restaurer la grandeur de l'Amérique. Mais je reconnais aussi que ce à quoi Trump réagit, c'est l'insoutenabilité de l'ancien modèle économique, le modèle hégémonique américain. Vous savez, c'est terminé. Peu importe qui est au pouvoir à Washington, il y aura toujours une dette insoutenable, il y aura toujours un dollar très vulnérable, il y aura toujours, je suppose, une domination technologique, qui n'est plus une domination, qui a déjà été perdue. Il va s'agir d'un manque de domination sur les corridors de transport. Il ne s'agira pas de contrôler les banques, les systèmes de paiement ou les assurances. Ce seront toujours de grandes puissances comme la Russie et la Chine qui ne feront plus confiance aux États-Unis, développeront rapidement des alternatives et élimineront l'intermédiaire. Ce qui est, encore une fois, un poison si vous êtes une économie financiarisée qui gagne essentiellement son argent en prélevant une commission. Alors, comment est-ce possible? Pensez-vous qu'il soit possible de revenir en arrière? Est-ce que tout cela peut être recollé si Trump démissionne simplement demain? Eh bien, vous soulevez un très bon point. Je ne pense pas que nous puissions jamais revenir à l'ancien ordre mondial, car il y a eu trop de méfiance, trop de promesses non tenues, et le monde entier sait déjà que les États-Unis sont capables d'utiliser la guerre économique pour influencer la diplomatie et imposer des résultats géopolitiques. Donc, à mon avis, il va y avoir un très grand remaniement de l'ordre mondial à l'avenir. Je pense que de nombreux pays vont être de plus en plus divisés en blocs, n'est-ce pas? Je veux dire, les États-Unis contrôleront l'hémisphère occidental, et les BRICS contrôleront ce qu'on appelle l'hémisphère oriental et la majorité mondiale. Et je pense que pour d'autres pays comme ceux d'Europe, ils doivent trouver ce qui fait vraiment leur singularité, ce qui va être assez difficile, surtout lorsqu'ils se retrouvent pris en étau entre ces deux puissances et qu'ils essayent de développer de nouveaux marchés ailleurs, n'est-ce pas? Je veux dire, l'Afrique, le Moyen-Orient,
ce sont tous de très grands moteurs de croissance. Et je pense qu'ils devront trouver un moyen de se réconcilier avec la Russie tôt ou tard. Parce que plus cette division persiste, plus cela renforcera les BRICS et laissera le G7 loin derrière. Et j'imagine qu'en ce qui concerne les États-Unis, je pense que Trump joue les meilleures cartes qu'il estime pouvoir jouer dans les 2 à 4 prochaines années, c'est-à-dire bouleverser complètement l'ordre mondial. Mais si j'étais à la place des Américains, tu vois, parfois il vaut mieux prendre du recul, admettre qu'on va perdre les 5 à 10 prochaines années et utiliser ce temps, cet argent, pour vraiment construire des choses qui ont du sens, au lieu d'antagoniser le monde entier. Non? Je veux dire, il y a beaucoup de pays dans le monde auxquels on peut envoyer de l'aide. On peut développer ses propres chaînes d'approvisionnement. Et on peut réellement construire des choses à partir de zéro, de manière plus durable. Oui, on peut avoir l'air d'un perdant, on peut se sentir mal pendant les 5 à 10 prochaines années, mais avec le temps, on pourra rivaliser avec le reste du monde de façon vraiment durable. Je suis d'accord. Je pense qu'il faudra à un moment donné accepter une part de la douleur causée par des décisions imprudentes. Éviter cette douleur en s'entêtant dans ces politiques. Je crois que c'est une mauvaise direction. Je fais souvent remarquer que si les États-Unis adoptaient une position plus moderne et modérée sur la scène internationale, ils pourraient se retirer un peu, panser leurs plaies, puis revenir plus fort. Mais cela ne semble pas être la stratégie ni de la droite ni de la gauche politique aux États-Unis. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé autant de votre temps. C'est toujours un plaisir d'entendre vos analyses sur l'évolution du marché. Merci encore. Pas de problème, Glenn. Heureux d'être ici.